Hello, Kimento. Hi, hello. Hey, Hello. Andrea. Hi. Yes. We start now, okay? Okay. Yeah. متابعينا الكرام، نحييكم تحية خالصة لمشاركتكم معنا ضمن هذا الحدث السينمائي حول النقد السينمائي. نرجو منكم أن إذا أردتم متابعة اللقاء في اللغة العربية أو اللغة الفرنسية لابد من متابعة اللقاء وحوار النقاش على زوم بالضغط على الرابط فقط، ويجب الإصرار رغم أي شيء، الإصرار فقط. الفضاء مفتوح. يشرفني كثيرا أن أقدم لكم يان هايدن سميث الذي هو ناقد سينمائي وكاتب بريطاني، كتب وشارك في مؤلفات حول السينما والفنون بشكل عام ولا تعد سواء كانت مطبوعة أو مرئية. هو مدير تحرير بيرزن ماجازين على الإنترنت منذ 2011، وهو يمثل المجلس البريطاني في العديد من الاحتفاءات والتظاهرات الثقافية والسينمائية حول العالم، كما هو الحال في الجزائر حتى ولو كان عبر الزوم خلال جلسة لقاءات النقاد السينمائيين الأول من نوعها في الجزائر. ولا بد أن نذكر بالمنظمين الذين هم المعهد الثقافي الإيطالي، سفارة السويد بمشاركة المعهد الثقافي السويدي بباريس، معهد الثقافي الإسباني سيرفانتس، المعهد الثقافي الألماني جوت، وكذا من أمثل المجلس البريطاني بالجزائر، وكذا سفارة الدنمارك التي تضرب لكم موعدا يوم السبت مع آخر ماستر كلاس في هذا البرنامج. التنظيم تم بمساندة وزارة الثقافة والفنون بالتعاون مع المركز الجزائري لتطوير السينما ومتحف السينما الجزائرية، وبدا الاتحاد الأوروبي أيضا شاركنا من خلال أيام الأفلام الأوروبية وكذا فيستيفال سكوب. يشرفني ويسعدني أن أحيل الفضاء إلى السيد يان هايدن سميث الذي سينشط حلقة النقاش اليوم التي ستدور حول مستقبل السينما. يان هايدن سميث, please. Hello everyone. Thank you, Wahiba, and welcome everyone to this discussion, the future of cinema. I was actually just thinking that looking at each of us and our backgrounds, physical backgrounds here, that if we each represent a film, I clearly am the person who's going to die in a horror movie because it's so dark behind. I'm not sure why it suddenly got dark over in the UK very, very quickly. But anyway, welcome to this discussion. It's a discussion that I spoke with Wahiba about some months ago. And I originally said to her, I've got a great idea. Can we have a discussion and call it The End of Cinema? And she said to me, Ian, that is too depressing. Please, can we change the title? And I said, okay, let's be more optimistic and call it The Future of Cinema. But could I have a question mark next to The Future of Cinema? So it was a compromise on the heading. And we're going to get into lots of areas, I think, about not just the future of a medium, of an art form that some people think died some time ago or was in the last stages some time ago, and other people just think is in a state of transformation, as many art forms have been over the centuries. And I'm delighted to be joined today by our guests. First of all, Drifa Mesna is a cultural project manager and filmmaker with a background in English literature and graphic arts and experience in the field of advertising. And Drifa initiated the cultural project Taya Cinema, a platform for film talent in Algeria to help them find jobs and funding opportunities. Nabila Rezaie is currently the head of the Algerian Center for Cinema Development. She began her career as a journalist, collaborating with numerous prestigious Arabic online magazines such as Laf, Charité, and Cinematograph. She's been involved with Algerian film festivals in roles ranging from writer to art director. And she has headed many institutional management positions, holding several positions of responsibility in institutions and the Ministry of Culture and Arts. Andrea Chimento is adjunct professor of history of cinema and of history and scenarios of image and audiovisual.
He is a journalist, a film critic, and he's been writing for ilsoleil24ore.com since 2009. And he is the founder and editor-in-chief of Long Take, a website dedicated to cinema. And finally, Baptiste Pepin is the head of cultural projects at the Swedish Institute in Paris, specifically in charge of cinema programming. He is part of the selection committee for films, including film selections, representative of the Swedish Institute in Paris, in the UNIC Paris cluster, and within the Forum of Foreign Cultural Institutes in Paris. So first of all, welcome to all of you, and thank you for joining us today. I thought about just a very general question, first of all, and if we were to ignore the idea of what some people perceive cinema today to be, whether it's streaming or whether it's just cinema or whatever, but I just wanted to ask you from your heart, I guess, what is cinema to you? And perhaps, Drifa, I could start with you. Oh, wow. No pressure. Okay. Okay. So, j'ai commencé à faire des films en 2010. J'ai commencé avec un petit film, un film court, documentaire, qui parlait de la mémoire et de l'absence. Et c'était écrit d'un point de vue très personnel, où j'essayais d'explorer la thématique de l'absence et l'absence d'une personne qui est très, très chère à mon cœur, mon frère, qui avait quitté le pays en 92 pour aller en Angleterre, et l'absence d'une mémoire de cette époque. Et à partir de ce moment, j'ai réalisé que faire des films était une sorte de témoignage, c'est-à-dire être témoin de son temps, et une sorte de miroir où on a ce double qui nous révèle qui nous sommes. Voilà, à peu près. Et après, je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire et j'ai entamé mon premier long métrage et à partir de là, j'ai commencé à travailler sur le premier long métrage. Thank you. Nabila, let's come to you next. Merci. Nabila. Bon, pour moi, le cinéma, j'ai toujours dit que le cinéma, c'est l'amour, c'est l'émotion, c'est le rêve. Et toutes les instants de ma vie professionnelle, c'était toujours en courant derrière le cinéma que j'ai eu l'évolution de journaliste, simple journaliste culturel, où j'ai touché pratiquement à tous la musique, le théâtre, le livre, mais j'ai eu plus un penchant pour le cinéma que les autres arts. Et on a persisté à me coller l'étiquette de critique de cinéma, mais je me voyais toujours... pas critique de cinéma, mais une amoureuse de cinéma. Et j'avais une copine à moi, quand elle m'invitait pour discuter et débattre des films à l'occasion de festivals nationaux ou internationaux que j'ai parcourus de 2003 à 2000, depuis que je suis à l'institution maintenant, je ne pars plus au festival comme avant. Mais je disais toujours, je ne suis pas critique de cinéma, je suis une amoureuse du cinéma, parce que le cinéma permet à toute personne de rêver, d'aimer et avoir beaucoup d'émotions. Moi, je pense que ces trois ingrédients, c'était les ingrédients qui ont fait qu'à chaque fois, Nabila, passer de l'enseignement au journalisme, du journalisme à l'organisation d'événements de cinéma, ensuite participer à plusieurs festivals de cinéma à l'échelle nationale et internationale, arriver au point où j'étais responsable, sans le vouloir, j'ai jamais demandé, du département cinéma à l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Et c'est là où j'ai découvert l'autre côté de l'iceberg du cinéma, qui est l'administration du cinéma, qui était la gestion du cinéma et qui était l'administration du cinéma. J'ai tout le temps, pendant ma petite carrière à l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel de 2010 à 2016, essayé d'équilibrer entre le cœur et la gestion administrative du cinéma.
ça gagnait pas toujours, mais quand même, on a essayé de faire un petit peu. Ensuite, il y a eu un autre poste qui a été carrément être dans le vif administratif du cinéma algérien, qui était sous-directrice au ministère de la Culture et pratiquement j'assurais l'aspect technique et administratif du seul fonds d'aide du cinéma qui existe en Algérie, qui est le FDATIC. Et depuis 2 ans, de sous-directrice à directrice de la DDPA, et depuis mars 2021, je suis à la tête de l'établissement du centre. Donc, le cinéma, ça a été toujours, j'ai couru vers elle et à chaque fois, ça m'a permis de voir l'autre facette du cinéma. Il y a la facette de celle qui aime voir simplement un film, ensuite la gestion du film, ensuite carrément la promotion et aider du peu qu'on a ou là, du grand qu'on a à faire exister le cinéma. C'est ça pour moi. Thank you. I think inspired by what you just said, I think we should all change our business cards and we should have our names and just underneath it written a romantic occupation, because I think that's so lovely to hear someone just say, to talk about cinema in terms of love, when there's a lot of cynicism around. And I think at heart, that is something that it's the reason we continue what we're doing, even if it's not always a happy thing, is because of that deep passion that we feel. So thank you. Andrea, I'm going to come to you next. And Andrea was kind enough to be a guest on a discussion that we had the other evening about critics. And so it's a pleasure to have you back again. And what is cinema to you? È un piacere anche mio essere di nuovo qui. Il cinema è una grande passione, io sposo quello che ha detto Nabila, però per trovare anche un altro termine, per me è diventata un'ossessione. Per chi vuole fare questo lavoro, secondo me il cinema deve arrivare a un certo punto a ossessionarci. Io ho passato tanti anni a cercare di vedere il più possibile, a scoprire il cinema di tante nazioni, a scoprire il cinema del Nord Africa, anche a scoprire il cinema dell'Estremo Oriente, un'ossessione anche un po' malata, quindi il cinema è anche una malattia, perché no, insomma, un qualcosa di voler conoscere il più possibile in maniera totale. E da lì anche il desiderio poi di farla diventare una professione, perché io penso anche che siamo molto fortunati a poter lavorare attraverso una grande passione come il cinema. Ultimamente, in questi anni, quando mi viene chiesta questa domanda cos'è il cinema, però mi viene sempre di più anche da associare un po' alla sala, al theater in cui vengono proiettati i film. Forse sarà che io sono molto nostalgico verso le sale e in Italia stanno andando decisamente maluccio le cose, decisamente male. Sempre più sale chiudono, sempre più monosale chiudono e io sono un po' malinconico in generale e quindi ormai il cinema lo associo un po' a quel tipo di visione in sala, forse anche per tutte le piattaforme di streaming. Poi il panel è sul futuro del cinema, forse Ian ho risposto un po' sul passato del cinema, può essere, però sempre di più insomma vedo questo collegamento. L'ultima cosa che volevo aggiungere, anticipando magari qualche tema di cui parleremo successivamente, è come il cinema oggi mi sembra molto vivo all'interno del mondo dei festival. Da quando hanno riaperto i festival e le sale a Locarno, a Venezia, è stato bellissimo rivivere insieme questa esperienza del festival e forse è il luogo migliore ora ed è ancora vivissimo, è ancora vivo per registrare, per vivere insieme questa esperienza condivisa, perché il cinema, e qui chiudo, è un'esperienza condivisa, per me non è un'esperienza individuale. That's great. Thank you, Andrea. And we'll come back to the communal aspect of cinema in a short while. Baptiste, welcome. And what is cinema to you?
Can you hear me, Baptiste? Oui, je vous entends. Hello, bonjour. Ouais, alors, je ne vais pas être très original parce qu'en effet, je pense qu'avant tout, entre passionné de cinéma, c'est forcément le premier mot qui va ressortir dans cette discussion. Et ça fait plaisir d'ailleurs de discuter de ça parce que je pense qu'avant tout, c'est une passion qui nous anime, qui nous tient et qu'on a envie de défendre. Mais pour moi aussi, c'est peut-être la meilleure façon de voyager. Et surtout en ces temps difficiles finalement, où on a tous eu du mal à partir de chez nous, c'était le meilleur moyen de voyager, d'aller dans d'autres pays. Et ça, c'est quelque chose qui peut pas être remplacé, que le cinéma peut apporter. Et dès petit, j'habitais plutôt dans un petit village où il n'y avait pas forcément de cinéma. Et le cinéma m'a aidé à découvrir en fait qu'il y avait autre chose autour de chez moi que mon petit village justement, qu'il y avait d'autres pays, qu'il y avait d'autres langues, qu'il y avait d'autres cultures. Et je pense que ça, c'est quelque chose de primordial quand on grandit. Et je vais aussi rebondir sur ce que dit Andrea, c'est que pour moi, en effet, on va parler probablement plus tard du cinéma en tant que qu'art, mais le cinéma est aussi pour moi la salle, le lieu. Et j'espère qu'on va pouvoir parler de futur de cinéma tout en parlant des salles et que ce n'est pas seulement quelque chose du passé. Mais parce qu'en effet, pour moi, il y a vraiment cette dimension qui est primordiale et qu'on oublie peut-être trop souvent, c'est que le cinéma, c'est aussi une expérience collective. Et cette expérience collective, on ne peut pas la retrouver chez soi seul ou même à deux devant un écran. Et donc, c'est vrai que pour moi, le cinéma, c'est à la fois l'art et le lieu. Et j'ai du mal à dissocier les deux. That's great. Thank you very much. And we're definitely coming back to the community element, the physical concept of it, and festivals as well, as Andrea said, in a short while. Nabila and Drifa, I want to chat with you because we're being hosted by the British Council in Algeria, as well as other organizations for all these wonderful events. And the one thing that's become very clear, not just from discussion with Algerian critics the other evening, but also with the participants of the journalism workshops that I've been working with for the last 6 days, is the problem of the physical space of cinema within the form that we know it, an auditorium, a large screen, a group of people. I was just wondering, from both your perspectives, with such a wide array of experience that you have, do you see there being a solution to the physical aspect of cinema going in Algeria, and then perhaps we can open up more internationally? Perhaps I'll start with you, Nabila. If you can take your microphone off, sorry, Nabila. I do that all the time. Très bien. Pardon. Moi, je pense que l'espace physique, il est important. Et que parmi les causes qui ont fait que le cinéma en Algérie endure ce qu'il endure ces dernières années, c'est à cause de l'absence d'espace qui sont les salles de cinéma. Tout le monde sait très bien le nombre de salles qu'avait... Problème de sang? Allô? Hello. Ah, d'accord, très bien. Donc, tout le monde, le périple de l'histoire des salles de cinéma en Algérie, elle est connue par tout le monde. Qu'on avait plus de 400 salles de cinéma, ensuite post-indépendance, ensuite il y a eu les années 70, ensuite tout le monde connaît l'état par lequel est passée l'Algérie, soit la dessinée noire ou même la crise économique qui a fait que le public a déserté les salles de cinéma. Je pense que l'absence de salles de cinéma a contribué et elle a été la cause de l'absence
du cinéma et qu'il y ait des cinéphiles ou qu'il y ait cet aspect en Algérie. Je ne vais pas dire qu'on a fait, ou là on est en train de refaire le monde, mais il y a des petites expériences qui sont en train d'être ici et là. Uniquement l'expérience qu'on vient d'avoir avec le CADC depuis le 15 mars jusqu'à la fin de juillet. Bien sûr, le Covid n'a pas arrêté de nous guetter, mais on a fait une petite expérience où on a eu la certitude que le public algérien, malgré tous les avantages ou le fait qu'il y a le Netflix, la VOD, toutes les plateformes digitales qui existent, mais dès que les salles de cinéma ont réouvert, avec une bonne communication, avec une bonne programmation, avec des films qui sont là, les gens sont revenus vers les salles de cinéma. Et je pense que la petite expérience aussi du film d'Héliopolis qui a fait, il y a des jeunes qui, ça fait 20 ans, n'ont pas mis le pied dans une salle de cinéma et ça fait revenir le public vers les salles de cinéma. Moi, je pense que l'espace physique, il est important pour que le cinéma existe. Parce qu'on dit cinéma, c'est quand il y a une grande salle noire avec une atmosphère assez spécifique à ce monde-là. On ne peut pas l'avoir en face d'un écran pareil ou peut-être en face de notre écran digital. Le cinéma, c'est le cinéma. C'est la salle de cinéma. Et elle ne disparaîtra pas. C'est comme le livre et l'Internet, c'est comme la télévision et la salle de cinéma. Ce qui est vrai et ce qui est la source de quelque chose restera malgré toute l'évolution qui pourra et malgré toutes les évolutions qui pourront être engendrées. Moi, je pense l'espace physique, il est important. Et pour que le cinéma existe, il faudra que les salles de cinéma existent. Et pour que ça existe, il faut qu'on fasse chacun, à partir de sa responsabilité, de faire exister et de faire réouvrir ces salles de cinéma. Thank you, Nabila. Just coming on to you, Drifa, an extension of what Nabila was just saying. And I'm thinking about your work with Taya Cinema, the cultural project that you initiated, which I said at the beginning is a platform for film talent in Algeria to help people find jobs and funding opportunities. Do you think, and thinking about Heliopolis, which is one of the films the participants watched over the course of the last week, and a film like Papisha, which has now got international distribution via Netflix, do you think that with the possibility of more production projects, more film projects happening, there will be a sort of an evolution or revolution in cinema, in that if there are more Algerian films, there will be more demand to see them. And as a result, there being more demand, there will be cinemas opening. Do you think there's a possibility that this could take place, Drifa? Or she might have gone. I think we might have lost her for the moment. Nabila, could I possibly, would you mind if I came back to you with that? I know you're not directly involved with Taya Cinema, but just this idea that you mentioned Heliopolis, do you think there's a sense? Yes. Nous sommes impliqués directement dans la production et nous représentons un établissement qui, on va dire, c'est la niche par laquelle le ministère de la Culture, qui est l'œuvdatique, l'argent qui est pour le cinéma algérien, pour les films algériens, est souvent géré via le Centre algérien pour le développement du cinéma. Nous sommes aussi, selon les missions qui sont attribuées à cet établissement, aussi responsables de contribuer à la distribution de films. Nous avons eu cette petite expérience et nous savons pertinemment que le peu de salles qui existent, ils ne suffiront pas pour faire revivre et revenir
le public vers les salles de cinéma. Donc, il y a une volonté politique, il y a une volonté gouvernementale, il y a une volonté du secteur lui-même d'aller au-devant de tout ça et faire revivre les salles de cinéma. Bon, il y a l'ancien, on va dire, parc de salles de cinéma, mais il y a aussi l'ambition des multiplexes qui sont une nécessité importante qui devrait exister en Algérie. Thank you, Nabila. I think we've got Driffa back with us, or perhaps not. I think she may have still gone. Okay, I'm going to go to Andrea with this. Andrea, it's interesting what you just said in your introduction about cinema at the moment in Italy. It's not always corresponded, but I have found that there have been dips in the past in Italian cinema, and they have reflected some way in the same lack of interest in British culture and in British cinemas sometimes have reached a low. And they're often linked with a lack of home production and also political forces at play, and as well as economics. I just wondered what, outside of COVID, do you feel that there is a trend in Italian cinema at the moment or perhaps amongst Italian society that shows less interest at the moment in cinema, or is there something else at play? Dunque, diciamo che il pubblico italiano per tanti anni è stato comunque abbastanza lontano da un certo tipo di cinema italiano. I latini dicevano nemo profeta in patria, cioè c'è proprio una sorta di distanza, c'è stata perlomeno per tanti anni una sorta di distanza verso il cinema italiano, diciamo dalla seconda metà degli anni 70, dai primi anni 80 in avanti, quando era finito il periodo dei grandi autori o comunque insomma il periodo degli anni 60 in cui il cinema d'autore italiano era fondamentale, la commedia all'italiana iniziava un po' a scemare, ci sono stati alcuni decenni diciamo di allontanamento. Ultimamente invece c'è un grande fermento in Italia anche dal punto di vista critico verso tanti nuovi registi, verso dei registi giovani, verso dei registi che spesso parlano delle periferie, che parlano dei luoghi meno trattati abitualmente dal cinema precedente, un po' come si è fatto e si fa ancora tantissimo e molto bene nel cinema francese. Anche in Italia oggi si sta cercando di vedere ciò che c'è al di là delle grandi città, dei grandi spazi e quant'altro, andando un po' anche nelle banlieue italiane, diciamo così. Si ragiona spesso su quartieri disagiati, sfortunati, e questa attenzione ha portato il cinema del reale italiano, il cinema documentaristico, soprattutto ad avere una nuova attenzione dai festival e anche dal pubblico più cinefilo. Il grande pubblico rimane un po' distante anche dai nuovi autori italiani, al di là dei nomi principali come Paolo Sorrentino o Matteo Garrone. Fin qua, ok, continuiamo ad andare al cinema a vederli, però diciamo che ancora oggi, nonostante ci sia una grande attenzione critica e anche un po' internazionale, perché all'estero oggi tanti film anche di nuovi registi italiani arrivano, in Italia c'è ancora una distanza molto forte. Diciamo che il pubblico italiano cerca di vedere o i film italiani dei grandissimi nomi, Sorrentino, Moretti, Garrone, oppure le commedie, i film un po' più leggeri, su cui però c'è una grossa crisi, perché fino a 10 anni fa le commedie italiane avevano buoni successi al box office. Oggi la situazione è molto cambiata. Io penso che anche con il futuro di questa crisi delle sale, io penso che quei prodotti, diciamo medi, né che siano dei blockbuster né che siano dei grandi film d'autore, rischino di arrivare direttamente sulle piattaforme, come già sta succedendo in Italia in questi mesi, e sempre meno nelle sale. Questo è un po'
un qualcosa che in Italia c'è sicuramente, immagino anche in altri paesi, e questo potrebbe essere un'altra cosa sul futuro della sala cinematografica. Rimarranno i grandi blockbuster, rimarranno i grandi autori dei festival, ma tutta quella categoria un po' a metà rischia di non arrivare più nelle sale, di passare direttamente sulle piattaforme. Yep. It's the middle production I'll come back to in a short while. But Baptiste, I want to come to you. I have a number of friends who live over in Paris, and obviously the lockdown as a result of COVID in France was particularly strict, much greater than in the UK and other countries. But the one thing I noticed when the first lockdown was over, I spoke to all my friends, and the first thing they were talking about is, we are so going to the cinema. This is the, before going to a restaurant, probably before getting any major shopping, they have to go back to the cinema. And I thought that said so much about the relationship between France and cinema, that in many ways is, to my knowledge, is much stronger than many other countries that I know. Do you feel that France still has this strong cinematic identity? And when I say cinematic identity, I am talking about the physical, classical concept of cinema, of going to a venue to watch films. Or do you feel that it's shifting? C'est une très bonne question. C'est vrai que tout est forcément remis en cause avec cette pandémie et on va voir ce que le futur nous réserve, puisque c'est aussi le but de notre discussion. Mais pour parler de la réouverture immédiate après la crise de Covid, enfin, vous savez, en France, on a une politique de stop and go, donc ça a ouvert, ça a fermé, ça a ouvert, ça a fermé. Mais c'est vrai que notamment lors de la première réouverture des cinémas, le public s'est vraiment rué vers les salles. Il y a eu un vrai retour dans la salle de cinéma, puisqu'on parle de la salle de cinéma, qui était aussi, justement, je pense, presque un acte militant chez beaucoup de gens, avec une vraie volonté de soutenir aussi un secteur qui a été fortement impacté économiquement, en fait, par la crise du Covid. Donc, je pense que les gens ont eu aussi envie de montrer leur soutien. Après, il y a une tendance qui quand même était revenue ces dernières années en France, où il y avait eu, un peu comme partout, un certain déclin et les gens allaient de moins en moins au cinéma. Et pourtant, les 2-3 dernières années avant le Covid, le nombre d'entrées en salle était énorme en fait. Et je ne sais plus si c'est en 2018, je crois en 2018, le nombre de spectateurs en salle de cinéma était le plus haut depuis les années 60. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a toujours une forme de spécificité française et de rapport très fort entre les Français, la France et le cinéma. Après, voilà, toute la question va être de savoir comment les salles, justement, vont réussir à survivre après cette pandémie. Et là, la question reste ouverte et la peur aussi, je pense que de la plupart des producteurs, des distributeurs ou aussi des exploitants, finalement, est présente. On a peur que cette crise ait quand même accéléré cette tendance qui verrait que les gens restent plus chez eux pour voir du cinéma plutôt que d'aller dans les salles. Donc, c'est à la fois une question et une inquiétude qui est face à nous. Great, thank you. I've got a question. I don't know if this is a question or a more provocation. My playing devil's advocate. For want of a better question, I just want to talk about the way that cinema is perceived, particularly the idea of the hegemony of one specific cinema and its impact globally. Do you think that cinema would be in a worse state today if it wasn't, to use their argument, propped up by mainstream Hollywood production? And when I may say mainstream Hollywood production, I'm talking now international productions, because we could be including
Indian co-productions through Reliance and things like that, but we're talking really huge productions. And obviously we may begin to see in the coming years an increasing number of major Chinese commercial productions. It's the reason I ask that is just going back to something that Andrea just said about this middling production. A few years ago, I remember watching an interview with the American actor Dustin Hoffman, and he said he tried to set up a company that would make films with a budget between 5 million and 30 million. And he said he couldn't get any funding at all because everyone told him that it's not small enough to be low budget and therefore the company will make money on it, but it's not big enough to spend $60 million on marketing and it'll be a huge success around the world. And so he just couldn't get that production company off the ground. So my question to you all is, do you think cinema would be in a better or worse state with the growing scope of Hollywood? And I want to see if Drifa is back with us now. Yes, Drifa, are you there? No, I don't think so. Actually, Baptiste, as we can see you on the screen, and also because France has such a fascinating history in terms of quotas when it comes to international films screening in France. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si je vais avoir la réponse. Mais ça me fait penser finalement, cette question, elle est peut-être pas nouvelle, puisque dès le départ, dès la création du cinéma, même à la fin du 19e siècle, et même par les inventeurs, par les frères Lumière qui ont inventé le cinéma, ils avaient dit déjà à l'époque, le cinéma n'a pas d'avenir. Donc il faut croire que même la personne qui a inventé le cinéma dès le départ pensait que le cinéma n'aurait pas d'avenir. Ensuite, le cinéma, oh, désolé, j'ai un invité surprise. Ensuite, le cinéma, il a toujours été impacté, on l'a toujours remis en cause. Quand on est passé du muet au parlant, on a dit qu'est-ce qui va se passer. Quand on est passé de la couleur, du noir et blanc à la couleur, quand il y a eu la télévision. Donc, on a toujours eu cette question qui était quel est l'avenir du cinéma? Est-il mort? N'est-il pas mort? Et concernant cette question justement des blockbusters, et d'ailleurs j'ai vu une question dans le chat, est-ce que justement on n'a pas besoin aussi des blockbusters pour faire venir les gens au cinéma et peut-être ensuite découvrir quelque chose d'autre? Donc peut-être que le blockbuster est une porte d'entrée. Je veux dire, c'est valable dans beaucoup de domaines artistiques, dans la littérature. Peut-être qu'on entre dans le cinéma, peut-être par un blockbuster, puis petit à petit, on va s'intéresser à autre chose, à une autre idée du cinéma, à une autre sensibilité. Donc, on a besoin, je pense, de ce cinéma aussi, mais le risque, c'est que, et c'est peut-être ce qui nous inquiète tous aujourd'hui, pardon, c'est qu'il ne faut pas qu'il n'y ait plus que ça, et justement des productions qui soient formatées, qui se ressemblent tous et qui vont toutes reprendre les codes du blockbuster ou les codes narratifs qui vont fonctionner à l'instant T. Donc, c'est une réponse, c'est une question très, très intéressante, mais très difficile à répondre. Donc, finalement, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. No, that's good. I think so many of these questions are impossible to answer because, and especially in the times we currently live in, because we really have no idea what's going on. However, I'm expecting the greatest answer from Andrea. You're going to tell us everything and we'll all be happy. Go ahead. Io penso che il cinema abbia ancora bisogno di Hollywood per creare interesse e passione che, come ha detto Baptiste molto bene, io sono molto d'accordo, possa poi avvicinare anche magari i giovani verso altre forme cinematografiche, perché
a livello di distribuzione di possibilità proprio di vedere tanti film per il pubblico di oggi e di ieri, avere anche dei blockbuster quando fatti bene può essere un traino per scoprire tanto altro. Questo è un aspetto secondo me molto molto importante. A me preoccupa un po' di più dal lato degli esercenti, dal lato delle sale questa cosa. Se le sale rimangono aperte soltanto per proiettare blockbuster, perché oggi in Italia ci sono tante regioni, in Italia c'è un problema distributivo molto forte a livello regionale. Io abito a Milano, quindi tutti i film nuovi arrivano, a Roma arrivano, ma noi abbiamo su 20 regioni 10, 11, 12 regioni in cui non arriva quasi altro che non siano i blockbuster di Hollywood, in cui nelle multisale anche quando arriva il nuovo film della Marvel, 8 sale su 10 sono con il film della Marvel. Questo a me preoccupa molto, il fatto che le sale non abbiano un po' di coraggio di mostrare anche un qualcosa di diverso a livello anche geografico. Questo secondo me è molto rischioso e qui penso ancora, torno un attimo sul tema dei festival, perché qui il lavoro dei festival è davvero fondamentale per aprire lo sguardo verso qualcos'altro, perché a volte le persone non hanno proprio la possibilità di vedere nelle sale cose differenti da quello che Hollywood propone. Questo è molto dannoso, ma non è dannoso alla radice il fatto che Hollywood ci sia, anzi, perché, ripeto, può essere un traino molto interessante e importante per tutto il resto, però anche gli esercenti, anche le sale devono avere un po' il coraggio di mostrare cose diverse. Thank you, Andrea. Drifa has just rejoined the conversation, so I'll just quickly say, Drifa, that the question I asked is about the dominance of Hollywood, and is that a good or a bad thing? And both Baptiste and Andrea have spoken and talked. You know, like everyone, I think we celebrate all kinds of cinema. I would say that my youth reflected in some ways Baptiste, as he talked about. I grew up in a very small town, and the cinema, the local cinema, 3-screen cinema, only screened mainstream American films. So in that way, I'm touching on something that Andrea said, that it's an entry point. And the hope is that someone might watch a Marvel film, a Fast and the Furious, or a blockbuster, or even something else, a Hollywood thriller, as an entry point to something else. But just from your perspective, Drifa, how do you feel about, especially in a country where you might not have that many cinemas, and the cinemas are dominated by one kind of film, and as Andrea said, there's a hope that cinema managers could possibly show other things as well. How do you feel about this landscape? If you can just take your microphone, sorry, if you can take the microphone. Sure. Yes, sorry. Merci. Désolée, Internet a été coupé chez moi. En fait, une minute, je désactive la traduction. Voilà. Alors, le sujet, en fait, le sujet du futur du cinéma et des plateformes m'a amené à me questionner sur l'écosystème lui-même dans lequel je me retrouve. C'est-à-dire que aujourd'hui, on questionne la diversité culturelle, on questionne la nécessité de protéger la création, la liberté de créer, etc., d'aller vers une diversité culturelle plus importante en Europe et ailleurs, et essayer de cadrer tout ça de sorte à protéger les auteurs. Et à arriver à un point où l'audience est élargie, mais pas au détriment des créatifs et des créateurs. Or, le constat est que la situation est totalement différente chez nous. C'est-à-dire que dans un secteur où le cinéma avait comme base les salles de cinéma et avait comme source de financement les salles de cinéma et d'autres dérivés, chez nous, il y a eu une période de rupture. Et le passage, la transition est complètement différente. Aujourd'hui, les plateformes
Yes, I think we might have lost Griffith again, unfortunately. We'll wait for her to come back in a moment, but Nabila, Je suis de retour. no, you're back. Hello again. Hi, je peux continuer? Oui? I don't know if you are hearing me. Well, I can hear you, yes. Yes. Ok, je vais essayer de continuer. Je disais que la transition s'est faite, c'est bon? C'est faite d'une manière totalement différente et que l'accès et le rapport à l'image est... Thank you. Et il y a un changement dans les habitudes et dans le rapport à l'image. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui consomme beaucoup et du cinéma et des séries, etc. Et même, c'est-à-dire que même les séries ont changé de forme pour s'adapter à ce genre de plateforme. Donc aujourd'hui, moi, dans un secteur où tout est à construire, je me pose la question de quels sont les paramètres pour déjà créer un écosystème qui permet aux auteurs, aux créatifs, aux porteurs de projets déjà de faire leurs films, aux producteurs et aux distributeurs. Enfin, nous n'avons pas, c'est-à-dire la formule salle de cinéma, producteurs, distributeurs qui vont être affectés par l'émergence de nouvelles plateformes et nous n'avons pas le modèle où le diffuseur est financeur en même temps. Nous avons aujourd'hui un public qui consomme beaucoup et par rapport à ça, je constate que c'est l'audience qui impose le mode de diffusion. Et aujourd'hui, je pense que les plateformes, c'est d'une part une aubaine pour le cinéma indépendant parce qu'ils vont pouvoir bien sûr trouver un espace où montrer leurs films, chose qu'ils n'avaient pas auparavant dans les salles, que ce soit pour les films documentaires ou les films courts. Mais c'est-à-dire pour les producteurs et les distributeurs et le peu qu'il y a dans le système actuel, je pense qu'il faudrait, c'est-à-dire percevoir la question d'un autre angle et voir que ce dont on a besoin, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus d'accès, d'améliorer l'accès à Internet, d'activer le e-payment, par exemple, d'un cadre juridique qui facilite la création. Nous avons aussi besoin de régler le problème des droits d'auteur parce que c'est aussi une question qui retarde un petit peu ce genre de plateforme. Sur le plan technique, c'est pas compliqué de créer des plateformes aujourd'hui. Ce qui est compliqué, c'est le contenu et de faire en sorte que tous les acteurs du secteur puissent trouver leur compte et travailler et que les porteurs de projets c'est-à-dire dans le premier lieu, puissent faire leur film. Aujourd'hui, on passe 6 ans, 7 ans à produire un film et dans le MENA region, en Égypte par exemple, etc., on va de plus en plus vers les plateformes, chez nous aussi. Je pense que la question des plateformes va être posée autrement chez nous et c'est beaucoup plus comment faire en sorte de trouver des sources de financement diversifiées et que ces plateformes deviennent un moyen de diffusion qui va attirer plus d'audience et de démocratiser l'accès de sorte à offrir au public la vraie diversité qui peut contrecarrer toutes ces problématiques de financement et de production. Thank you very much. Nabila, would you like to respond? Oui, en complémentarité avec ce que vient de dire Drefa et que j'approuve et que je dis c'est la réalité. Mais je pense qu'il faudra aussi signaler que les droits digitaux des films, il faudra aussi que les porteurs de projets, que les gens qui font les films sachent aussi que le droit que le film soit dans une salle de cinéma, c'est une chose, et qu'il soit sur une plateforme où c'est une autre chose. Il faut qu'il y ait une initiation à comment je dois suivre les droits de mon film en tant que producteur de cinéma quand le film il est en salle. Ça, c'est un droit classique.
du film, mais arriver aux droits des plateformes, il y a tout un process qu'il faut vraiment techniquement, légalement, juridiquement prendre soin que toutes les phases soient en complément, tout se fasse en complémentarité avec le suivi des droits des films, on va dire, traditionnels. Moi, je pense aussi par rapport au fait que entre Hollywood et est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, c'est un bon, c'est un mauvais. C'est un bon pour qu'il y ait toujours la barre haute, pour que les gens, ils sont toujours dans notre monde, soit qu'on appartient ou celui d'Hollywood, c'est toujours les gens ont la barre de faire des films à la hollywoodienne. Donc, ça a été toujours une barre technique et une barre artistique et même une barre budgétaire, je pense. Bien sûr, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour l'avoir, c'est pas facile. Mais si on l'a aussi, il y a l'aspect esthétique et artistique dans le film. Néanmoins, il faudra qu'on dit aussi, on doit dire aussi et signaler qu'il y a des cinémas qui n'étaient pas connus, mais ils se sont imposés grâce à leur originalité, le fait qu'ils parlent d'eux-mêmes uniquement. Citons par exemple le cinéma iranien, le cinéma turc, indonésien. Donc, c'est des cinémas qui sont rien devant le cinéma hollywoodien, mais c'est des cinémas qui se sont imposés. Et là, je pense qu'il y a un troisième vecteur, ce sont les festivals et les critiques de cinéma. C'est eux qui peuvent mettre, on va dire, sous les projecteurs ces films peut-être qui ne sont pas aussi financièrement ou du côté de la communication aussi sous les projecteurs comme les films hollywoodiens, mais leur spécificité locale, leur histoire intime, leur histoire qui part d'eux-mêmes, les impose malgré tout le monde, malgré Hollywood et malgré tous la machine qui se trouve derrière les films américains ou autres industries ou blockbusters. Moi, je pense que l'avenir du cinéma en général, le cinéma en Algérie, les plateformes, ça va être, comment dire, une nécessité que personne ne pourra éviter. C'est une chose qu'on doit y aller vers les plateformes ou pour que tout ça soit là. Mais comme j'ai dit qu'il y a juste un aspect technique, légal, qu'il faut déjà instaurer, légaliser pour que tout ça soit possible. Et je pense qu'à travers le groupe que maintenant, grâce à cette formation, il y a eu, vous avez peut-être vu ou l'a pu remarquer qu'il y a un potentiel de jeunes Algériens, peut-être malgré qu'il y a un problème de plateforme ou il y a un problème de salle de cinéma, ils sont assez connectés par rapport à l'évolution du cinéma dans le monde. Thank you, Nabila. I'm going to come back to platforms in a moment, streaming platforms, but you touched on one thing that Andrea and Baptista previously mentioned, festivals. I think it's quite interesting for people I know who don't know a lot about cinema, friends I have outside of cinema, and they now talk about a Cannes or a Venice because for some reason in the UK, the award winners have slipped into the mainstream news, not just the entertainment section of the news, in a way that they hadn't before. And I know in France it's different, and obviously with Venice and Rome being in Italy, it's big news. But I feel there has been a shift, not in a news item about one single film winning, but there's been a shift in the fact that people seem more, the general public seems more aware of festivals now. And I think a lot of that, and I hope this hasn't been in any way slowed down by COVID, but I think a lot of that is down to Parasite. And this sudden
shift, this international recognition of a film that began at Cannes and obviously won the top award at Cannes, but then went on to such huge international success. And so I guess my question really, and I want to start with you, Andrea, because you mentioned this in your introduction about the emphasis that you place now on festivals. Are festivals still primarily something that is industry and film culture oriented? Or do you think festivals themselves have realized the immense role that they play going forward in the cinema as it's classically been, but also the growth of their role as it could be seen amongst the general public? Sì, i festival secondo me addirittura hanno un ruolo forse ancora più importante che in passato, perché i festival avvicinano molto le persone al cinema, alle sale, alla conoscenza di altre culture. I festival da Venezia a Berlino, soprattutto, cito anche Berlino perché è un festival molto bello, molto democratico anche, in cui vanno gli appassionati di cinema, non per forza gli addetti ai lavori, anzi, come Venezia. Cannes un po' meno forse, però c'è comunque questa presenza anche proprio di persone che hanno questa passione. Il festival gli permette a chiunque, a tutte le persone che vogliono partecipare, di poter vivere un po' questa condivisione cinematografica. Torniamo un po' alla prima risposta. Il cinema, dicevamo, è condivisione, un qualcosa di collettivo. I fratelli Lumière, che citava Baptiste, hanno vinto quella gara con Edison alla fine dell'Ottocento perché hanno avuto un'idea che il cinema fosse un qualcosa da vedere collettivamente. Se no Edison c'era già arrivato con il kinetoscopio, che aveva una visione invece individuale. Il cinema è condivisione. I festival forse sono oggi, a mio parere, l'aspetto in cui questa condivisione c'è in maniera fortissima, perché si respira un'atmosfera anche oggi dopo il Covid, e prendo gli esempi di Cannes, di Locarno, di Venezia, ma anche di festival più piccoli, in cui c'è proprio il desiderio di condividere un'esperienza, di fare le proprie classifiche, di parlare del film visto la mattina, il film visto la sera, questo era più bello di quello. A Venezia, che appunto si è appena concluso, c'era una presenza del pubblico, non di critici o di registi soltanto, ma del pubblico enorme. Tant'è che ci sono stati anche dei problemi con le prenotazioni dei biglietti, da quante persone c'erano del pubblico che volevano partecipare col festival. Cioè il festival non è soltanto guardare i film, è proprio una partecipazione attiva, è un commento con gli altri, è una selezione anche di quali film guardare all'interno del programma, è un ragionamento su quali sono le sezioni magari di un festival più interessanti rispetto a un'altra. Io non so se i festival si sono già resi conto di questo, ma avranno un ruolo importantissimo, ancora di più di prima, a mio parere, per il futuro del cinema, tornando al titolo del nostro panel. E non soltanto i grandi festival, ci tengo a sottolineare questa cosa, perché anche i festival medio-piccoli possono avere una voce importantissima per trasmettere l'importanza di questa arte da condividere insieme agli altri. Thank you. Baptiste, I want to come to you with this. And I want to ask you from two perspectives. I want to ask you from a French perspective, but I also want to ask you as a representative of the Swedish Institute in Paris. And so in terms of Scandinavian countries, like I've been to a number of festivals there, and they are wonderful, and they are significant events. So just your feeling about the role of festivals and going forward, and perhaps in response to what Andrea said as well. Oui. Mais je trouve que c'est une très bonne question, le festival. Et en fait, dans tout ce que j'entendais, en effet, en France, le festival de Cannes est forcément un événement phare, mais en Suède aussi, le rôle des festivals,
est très important. Il y a le festival de Göteborg qui est quand même un festival important pour toute la région nordique. Il y a le Malmö Arab Film Festival aussi qui est concentré sur le film du monde arabe qui a une vraie résonance et qui a un vrai public et qui permet aussi justement tout ce qu'on demande de sortir des blockbusters, parce que c'est vrai que le cinéma en Suède, une grande partie des spectateurs vont voir des blockbusters, mais le festival permet justement de garder cette diversité culturelle. Et aussi pour revenir dans cette question du festival, souvent, et d'ailleurs peut-être qu'on en parle aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que les plateformes vont tuer la salle de cinéma? Mais finalement, peut-être, et j'espère d'ailleurs, mais peut-être qu'on peut aussi se demander, est-ce que les plateformes peuvent exister sans les salles de cinéma et sans les festivals, par exemple? Parce que je pense que les festivals, le cinéma, c'est un art, mais aussi c'est toute une mythologie qui est créée derrière. Et justement, comme le mentionnait Andrea tout à l'heure, il y a les stars qui défilent sur le tapis rouge, il y a des belles affiches, je veux dire, ça a toujours été les affiches, il y a eu la création du box-office, il y a les critiques de cinéma aussi, justement, et que ce soit les festivals un peu partout dans le monde aussi, est-ce qu'on ne peut pas se dire que finalement, puisque les plateformes réfléchissent avant tout en termes de bénéfices, le festival est un outil marketing gratuit pour ces plateformes, en fait. Et toute cette mythologie même, donc j'englobe le festival, mais tout ce que je disais, toute cette mythologie du cinéma est probablement nécessaire pour les plateformes pour exister. Parce que sans tout ça, sans les critiques qui vont parler des films, qui aujourd'hui va retrouver un film sur Netflix si on n'a pas les critiques qui vont en parler, si on n'a pas le festival, comme vous disiez Yann, vous entendez parler du festival de Cannes, de Venise ou de Berlin, ailleurs que dans les actualités cinéma, même en Angleterre. Et du coup, justement, grâce à ça, les plateformes se nourrissent de toute cette mythologie pour attirer un public. Est-ce que sans ça, elles pourraient survivre? Est-ce qu'elles n'ont pas, elles aussi, besoin des salles de cinéma et de toute cette mythologie? Je ne pense pas qu'elles aient intérêt à tuer cette mythologie et les salles, justement. Et je l'espère. I agree, and we'll come back to that in a moment. I want to go to both our other guests in a moment, but I just want to tell everyone I'm going to open the floor to any questions that you might have. So if you do have questions, send them via the Q&A button at the bottom of the screen, and I'll move on to your questions shortly. But Nabila, perhaps I'll come to you first as a response to both what I said and our other guests regarding festivals. Moi, je pense, avec ma petite et modeste expérience en Algérie par rapport au festival, moi, j'ai été toujours marquée par un festival qui a fait beaucoup bouger les choses, surtout par rapport aux jeunes, surtout par rapport au contact de l'autre. Il y a bien sûr les journées cinématographiques de Béjaïa, que personne ne pourra dire... c'est pas un c'est un événement pour moi qui a berné et qui a bercé beaucoup de journalistes, de critiques, d'amateurs de cinéma, de professionnels de cinéma. C'était vraiment une atmosphère qui a fait exister pratiquement l'atmosphère d'un festival qui est toujours là, mais qui nous a tous marqués, soit comme j'étais journaliste ou même après pour contribuer avec les films à lesquels ça devait y avoir la programmation. Il y a le deuxième festival qui est le Festival du film arabe, le Festival d'Oran. Il a existé de 2007 à pratiquement, on va dire, 2018. On sait très bien, avec le Covid et les complications d'organiser, ça a fait que depuis 2 ans, il n'a pas été organisé. Mais c'est un festival qui a fait bouger le contact de l'Algérien avec l'autre cinéma de l'autre et le cinéma de l'autre qui est venu avec ses réalisateurs, avec ses comédiens ici en Algérie, et ça a créé une atmosphère.
Moi, il y a des gens qu'on a pu inviter, qui ont participé avec des films lors de ces festivals. Ils étaient venus avec des courts-métrages. Maintenant, ils sont en train de faire des longs-métrages. Il y en a qui étaient là pour participer en tant que critiques de cinéma. Ensuite, ça a évolué. Ils sont devenus des grands critiques de cinéma. Je pense que le festival, c'est la vitrine. Comme le montage dans un film, c'est l'âme du film, le festival pour le cinéma, c'est vraiment la fée qui fait le bonheur pour le cinéma et pour les amoureux du cinéma. C'est grâce aux festivals nationaux ou internationaux que la personne pourra voir les autres films, recevoir les films avec leurs porteurs, débattre des films, rencontrer les concernés. Il y a eu une atmosphère pendant une semaine ou pendant 10 jours qui fait en sorte que la personne, peut-être qui entendait de X réalisateurs ou de X comédiens ou de X monteurs ou techniciens, la volonté d'avoir un festival fait exister cette personne devant toi. Tu peux lui parler, tu peux l'approcher, tu peux discuter. Donc, je pense que le festival, il est très important pour le cinéma. Et moi, je pense aussi autre chose, que les plateformes, c'est grâce aux plateformes que quelques festivals ces 2 dernières années ont pu exister et résister au Covid. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu quelques festivals dans le monde, et même dans le monde arabe, au lieu de ne pas faire ou d'annuler des éditions de festivals, ils se sont on va dire, exportés vers les plateformes et vers le monde virtuel. Plusieurs festivals, vu que les gens ne pouvaient pas aller, ne pouvaient pas venir, ils ont opté pour les éditions virtuelles de quelques festivals. Donc, à chaque fois, on dit que les plateformes peut-être nuisent au cinéma ou peut-être au festival. Pendant la période du Covid, on a vu que ça a permis cette rencontre qui est la nôtre, qui est dit le cinéma. C'est grâce à une plateforme, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a pu avoir tout ce beau monde, tous ces gens de la critique du cinéma dans le monde qui sont en train de superviser les 30 jeunes Algériens ici en Algérie. Donc, moi, je pense que c'est une relation, on ne peut pas aimer, on ne peut pas détester en même temps. C'est une relation qui doit se faire, c'est une relation qu'on doit subir. Mais juste, il faut savoir à quel camp on appartient. Appartenons-nous au monde digital qui voudrait dire au cinéma non, ou au monde du cinéma qui dit au digital non. Moi, je pense qu'on ne pourrait pas aussi être comme ça, on ne pourrait pas être extrémiste. Il faut juste trouver le juste milieu de cette relation qui pourra servir le digital au cinéma et le cinéma servira le digital. Donc, c'est comme l'histoire de la poule et l'œuf. Je pense qu'on est en train de discuter un petit peu on va dire, cette discussion. Moi, je pense que chaque chose a ses biens, a son mauvais côté, a son bon côté. On n'a qu'à, comment dire, bien travailler et aussi profiter des bonnes choses des 2 côtés, soit de l'aspect digital ou de l'aspect purement cinéma, pour trouver ce juste milieu des 2. Thank you, Nabila. I've got quite a few questions that have come in, and some of them are specific to our individual guests. So I'm going to do some specific questions, and then I can open up again. I've got a question here from Ada Abdelkader to you, Baptiste. It's a question about what you think about the new generation of French cinema, and obviously, I mean, more than most countries, France is so synonymous. Well, France and Italy are synonymous with cinema. But how do you feel about the new generation, Baptiste? And what's the general feeling about French cinema?
C'est une très bonne question. On voit en fait dans les chiffres dans la salle de cinéma, l'âge moyen du spectateur est de plus en plus âgé. Et aujourd'hui, on approche à peu près, le spectateur moyen dans une salle de cinéma en France est de 47 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, justement, ouais, c'est assez âgé. Et du coup, on se rend compte qu'en effet, le jeune public est attiré avant tout par les blockbusters. Et sans les blockbusters, c'est beaucoup plus compliqué. Et dans tout ce qu'on dit, je pense qu'il y a une dimension qui est importante à prendre en compte, parce qu'en effet, il y a toute une nouvelle génération de réalisateurs, réalisatrices en France ou en Suède, puisque j'ai ces deux casquettes aussi qui sont vraiment très intéressants, mais qu'on doit aussi pouvoir montrer à un public. Et je pense que la dimension, alors déjà, il faut une volonté politique aussi, et aider justement ces jeunes réalisateurs, réalisatrices, producteurs, productrices, toute la chaîne du cinéma justement à les aider du financement jusqu'à la distribution. Donc cette volonté politique, mais aussi je pense qu'on a besoin d'une éducation aussi à l'image probablement, et dès le plus jeune âge, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, la dimension éducative au cinéma va être très importante justement pour qu'on puisse toujours garder et qu'on ait justement ces nouvelles vagues qui arrivent de réalisateurs, de réalisatrices, pour qui le cinéma doit rester aussi un art et quelque chose de sacré, qu'on ne le perd pas justement sur des formats qui deviennent trop courts, ou une scène ne doit pas dépasser 1 minute, ou un plan ne doit pas dépasser 3 secondes. Donc, sans l'éducation, en effet, j'ai peur qu'on perde justement toutes les nouvelles vagues successives qu'on peut avoir, mais c'est le cas en France, comme en Suède et dans beaucoup de pays de toute façon. Thank you. I've got some questions here. Nabila, I'm not sure, this might get us more into kind of political territory with these, but I've received a lot of questions regarding Algerian cinema, who controls Algerian cinema. So it starts with Ada asking a question, how can you convince owners in Algeria to invest in cinema? Other people have said, how can you convince, there's lots of questions coming in now. How can you convince owners in Algeria to invest in cinema? The culture is only relying on the state. And if the state controls things, is that in itself not a problem? You may want a diplomatic answer for this. Je réponds? Yes, oui. That's for you. C'est pour moi. Merci. Bon, on dit toujours que moi, je voudrais exposer les choses d'une autre manière. Il faut dire qu'il y a une commission qui existe en Algérie, qui lit les scénarios. Et cette commission, elle n'est pas constituée d'administrateurs qui lisent les scénarios. C'est une commission qui est de professionnels, producteurs, réalisateurs, distributeurs. Donc, ceux qui lisent et qui approuvent les scénarios dans cette commission, ce n'est pas l'administration, c'est des professionnels qui sont du domaine du cinéma. Bien sûr, l'État, elle est là, et le seul guichet qui existe en Algérie, je crois que c'est dans le seul pays au monde où c'est l'État qui a le fonds pour le cinéma pour aider ces projets et ces porteurs de projets. Ensuite, on dit toujours peut-être qu'il y a une rétention de création, mais je pense que c'est la qualité des scénarios et c'est que les gens écrivent dans leurs scénarios. Il n'est pas dicté par l'administration et il n'est pas dicté par les gens qui lisent les scénarios. C'est soit ce scénario il est accepté, soit ce scénario il est pas accepté. Des fois il y a des réserves, des fois on leur dit
reformuler ça. Donc, moi, je pense que c'est une relation d'objectivité, de subjectivité qui est par rapport au contenu du scénario lui-même. Et il faut dire aussi, il faut signaler aussi que beaucoup de scénarios, à force, on va dire que entre écrire un scénario et imaginer un plan de financement et un budget dans le virtuel, c'est une chose, mais arriver ce scénario quand il va être sur le terrain et les contraintes de terrain, il va se retrouver à dépenser peut-être plus ce qu'il n'a prévu. Donc, des fois, c'est le porteur de projet lui-même qui se trouve en train de revoir son scénario, de ramasser son scénario. Donc, ça, c'est toujours on va dire, l'accompagnement de l'État, on va dire, à travers le fonds, il est là, mais la commission qui lit ces scénarios, ce n'est pas une commission administrative, c'est une commission, on va dire, qui est constituée de professionnels du monde du cinéma algérien. Maintenant, le film est bon, le film n'est pas bon, c'est l'appréciation du public. Maintenant, c'est le public, une fois que le film est dans le salle de cinéma, qui va décider si le film il est bon, s'il n'est pas bon, s'il est mauvais. Et peut-être ici aussi, il y a les critiques de cinéma, des fois où ils font l'éloge de certains films et des fois ils descendent des films. Donc, moi, je pense que la création, à part le point qui est, je crois, légitime et légal de la part de l'État algérien, que les films qui sont subventionnés par l'argent de l'État ne doivent pas nuire l'État algérien ou à la religion ou de la discrimination qui ne doivent pas contenir dans les scénarios. Autre chose, tous les films, ils sont là. Hein. Il n'y a qu'à voir les films. Des fois, il y a des gens que je rencontre à l'étranger ou dans des festivals. Quand ils voient des films, ils croient que ces films ne sont pas soutenus par l'État. Non, c'est des films qui sont soutenus par l'État. Il y a des films qui sont des coproductions, mais ils ont eu aussi du soutien de l'État algérien à travers le fonds. On va dire Papicha, Abou Leila, tous ces films qui ont fait l'éloge à Cannes ou à d'autres festivals, c'est des films qui ont été lus par une commission, on va dire, du FDATI, qui ont eu de l'argent et qui sont sortis, qui ont fait leur petit chemin dans les festivals nationaux, internationaux. Donc, il y a de tout. Sans oublier que le cinéma indépendant aussi existe. On a Tarek Tegia, on a aussi d'autres réalisateurs algériens qui ne préfèrent pas avoir de l'argent de l'État algérien et font leurs films. Il y a aussi la diaspora algérienne. Il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'il y a beaucoup de cinéastes algériens et de réalisateurs algériens. Ils sont ailleurs, mais ils font d'autres films. Peut-être ils n'ont pas eu de l'argent de l'État, mais ils font leurs films. Et dernièrement, pendant le festival de Jordanie, il y a eu 2 films, un documentaire et il y a un long métrage qui n'ont pas eu l'argent du FDATIC, mais c'est des films algériens qui existent et qui représentent, on va dire, par leur réalisateur, leur nationalité algérienne. Moi, je pense que la liberté de la création, elle émane du porteur du projet. Et moi, je dis toujours l'exemple iranien. Il n'y a pas plus dur, il n'y a pas plus rude, il n'y a pas plus extrémiste dans on va dire le contrôle du cinéma comme le cinéma iranien. Mais regardez le cinéma iranien. C'est un cinéma qui, malgré toutes les barrières qui existent, on va dire religieuses, politiques et tout, mais c'est un cinéma qui éblouit le monde, qui fait des choses magnifiques. Moi, je crois que la censure émane du porteur du projet lui-même et non pas ça, c'est ma vision personnelle et j'ai toujours dit cette vision devant tout le monde. Merci.
I want to go to our other two guests. I think we've lost Drifa for good this evening, unfortunately. But before I do, I've just got two quick questions for you, Nabila. First from Zinedine, who asks about how you feel about the situation for future film critics in Algeria. And secondly, from Nassim, he says in Algeria, the opening of film schools is urgent and necessary for the survival of cinema. Don't you agree? So before I go to our other guests, just if quickly you could sort of answer those two questions, please. Moi, je pense pas que je suis habilitée à dire je suis d'accord pour ce film ou pas d'accord pour ce film. Le porteur de projet, c'est à lui d'imposer son film. Pour les critiques de cinéma, moi, je pense que cette édition de Gilles Cinéma nous redonne espoir et prouve qu'il y a 30 futurs critiques de cinéma qui arrivent. Thank you. Thank you. Okay, I know we're nearly out of time, and we haven't even really touched streaming directly. And perhaps there's a reason I've kept it till last. I had a very strange conversation. Well, not strange, but an interesting conversation just before this evening with someone from one of the US-run but also British-based streaming organizations, Mubi. And this person was saying that we're trying to change our personality. Everyone thinks Mubi is a streaming organization, but we see ourselves as a supporter of cinema. And we see cinema just as important as us streaming films. So they're buying films that are in Cannes, they're screening them in cinemas under the label Mubi. Netflix has bought cinemas in the US. I believe it's in the process of wanting or being interested in buying a cinema in Paris. There's a likelihood Netflix is going to start expanding, possibly, its cinema acquisitions internationally. So I'm going to start with you, Andrea. Was this a big fear we had about streaming services? And do we perhaps see a picture where we're kind of coming full circle and streaming services realize that there is a reliance on what we could call the classical cinema, the conventional cinema of a physical space? And that what we're going to see in the next stage, in the next few years, is yes, streaming will exist. People will still be watching films that they should see on the big screen on their mobiles, smartphones or tablets. But the fact is, there's a realization that there is a need to still have a cinema. And that's something that perhaps streaming services, once seen as the enemy of the cinema, might actually become one of its most vital supporters. And I'll come to each of you on this before we close. Andrea. Sì, io penso che questi servizi di streaming possano essere integrativi rispetto al cinema. Io non penso che sia un nemico, penso che sia una possibilità magari anche di far scoprire tanti film che nelle sale non arrivano e non sarebbero arrivati neanche in precedenza. Quindi penso che ci possa essere un futuro in cui le sale e i servizi di streaming e le piattaforme riescano un po' a offrire anche delle forme di intrattenimento differenti, ma entrambe degne assolutamente di esistere. Netflix chiaramente sta cercando di togliere diversi autori importanti cinematografici al grande schermo. Martin Scorsese è forse l'esempio più significativo di questi anni. The Irishman, il suo ultimo film, in Italia al cinema è rimasto una decina di giorni e poi Netflix e basta. Addirittura quest'anno in Italia c'è un caso molto importante perché Paolo Sorrentino, come sappiamo, insomma, il suo ultimo film è un film di Netflix. E quindi anche qui dovrebbe fare un paio di settimane in sala a fine novembre e poi Netflix direttamente.
Quindi sicuramente le piattaforme stanno cercando di togliere un po' di spazio alle sale, al cinema. Mi fa ben sperare in questa possibile integrazione, in questo possibile fede anche, possibile fede e fiducia nelle sale. Anche una notizia molto, molto recente di come la Disney, dopo il successo di Shang-Chi, il loro ultimo film della Marvel, abbia deciso di ripensare molte uscite anche per i cinema, non soltanto sulla piattaforma della Disney, ma anche per le sale. Questa cosa per tantissime sale sarà fondamentale per sopravvivere, perché io ricordo lo scorso anno, quando la Disney aveva deciso in Italia di non far uscire Soul, l'ultimo film della Pixar, nei cinema, ma soltanto sulla piattaforma, moltissimi esercenti avevano dichiarato quasi bancarotta perché aspettavano il film Disney per il Natale per potersi rilanciare durante le feste natalizie. Io spero che questi piccoli segnali ci riportino verso una situazione in cui le sale riescano a sopravvivere bene e anche le piattaforme riescano a lavorare. Io credo appunto che poi la sala rimarrà a esistere facendo degli eventi con film ad alto budget, film ad alti effetti speciali. Le sale IMAX potranno avere le loro fortune, i loro successi, e allo stesso tempo gli eventi per i cinefili. Quindi il nuovo film dico un nome a caso, Ryosuke Hamaguchi, che per me ha fatto uno dei film più belli dell'anno, regista giapponese, che era Khan con Drive My Car, per me uno dei film migliori del 2021. Per i cinefili l'uscita di Drive My Car, che arriverà in Italia la prossima settimana, è un evento, così come per gli appassionati dei blockbuster può essere un evento l'uscita del nuovo film della Marvel. E quella fascia di mezzo, come dicevamo un po' prima, che penso potrà trovare in futuro spazio soltanto sulle piattaforme. La sala diventerà un evento o per i grandi spettacoli, i grandi effetti speciali, oppure per i grandi appassionati di cinema che aspettano il film di Hamaguchi o di altri autori di questo tipo. Thank you. Baptiste. Il y a beaucoup de questions en fait dans cette même question, je pense. Il y a plusieurs points sur lesquels je m'accorde. En effet, je pense qu'il faut, et j'espère d'ailleurs qu'il ne faudra pas opposer les plateformes et le cinéma traditionnel. Alors d'une part, comme le disait Nabila tout à l'heure, en fait, on parle de Netflix, de HBO, de Disney, mais il existe aussi, en tout cas pour la France, mais dans beaucoup de pays, des plus petites plateformes aussi qui sont soit éditorialisées, thématisées. Et c'est vrai que par exemple, on le voit, bon, même si le documentaire aujourd'hui occupe une place très importante, enfin de plus en plus importante dans le cinéma, il fait partie de cinéma aujourd'hui le documentaire. Je pense que de nombreux documentaires, sans ces plateformes plus petites, finalement n'auraient aucune existence. Enfin, une très petite serait vue par 1000 personnes et pas forcément plus, que des plateformes thématisées et dédiées aux documentaires permettent d'ouvrir et de montrer ces films à plus de monde. Si on en revient aux plus grandes plateformes, comme Netflix, on voit qu'il y a eu un effort, et qu'il y a un effort de Netflix, notamment en ce qui concerne par exemple le cinéma de patrimoine. Et c'est-à-dire, et notamment, on a vu cette année ou l'an dernier, Netflix qui propose dorénavant une quinzaine de films de patrimoine suédois, des films muets de Victor Sjöström, de Moritz Stiller, de Gustav Molander. Donc là aussi, on peut voir que Netflix peut avoir un rôle à jouer aussi par rapport au cinéma de patrimoine et éviter que ce cinéma puisse se perdre finalement. Donc là, c'est un aspect positif que peuvent avoir une grande plateforme telle que Netflix. Ensuite, et dernier point, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de choses dedans, il y a quand même quelque chose qui, moi en tout cas, m'inquiète forcément, qui me met la puce à l'oreille, c'est quand quelqu'un comme Francis Ford Coppola veut faire un nouveau film avec 100 millions de dollars de budget. Netflix ou HBO lui propose de financer son film à 100 millions de dollars et il refuse.
Pourquoi? Parce qu'il a peur de ne pas avoir les mains libres. Donc voilà, là, je trouve qu'on arrive à un cas justement qui nous fait poser la question, comment vont évoluer justement ces deux, la plateforme streaming et la salle de cinéma qui, et je suis d'accord avec Andrea aussi, la salle de cinéma va être un lieu d'événement aussi en soi. Et d'ailleurs, on le voit notamment en France, on fait de plus en plus appel à des architectes pour créer la salle de cinéma. C'est-à-dire que la salle de cinéma ne va plus être non plus seulement sans siège avec un écran blanc en face, ça va être aussi un lieu où on va redécouvrir l'expérience collective. Alors l'expérience collective devant un film, mais l'expérience collective après un film ou avant un film, c'est-à-dire se retrouver avec ses amis et aller au restaurant du cinéma et pouvoir parler du film, d'aller voir un film avec les enfants le dimanche matin et d'avoir le goûter au cinéma, et voilà, qui vont aussi inculquer cette éducation dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, je pense qu'il y a toute une nouvelle économie, de toute nouvelle relation à construire. Le cinéma n'est pas mort, la salle de cinéma n'est pas morte. Il y a un avenir à construire. And Nabila, finally, I just want to come to you, and perhaps that's a perfect way to lead into you what Baptiste just said. You know, movies are not dead. Cinema is not dead. It might be sleeping for a while. Il ne pourra pas l'être. Non, vous savez, moi, samedi passé, j'étais dans un espace où je me suis dit que impossible de trouver un espace pareil en Algérie. Il y a un jeune, il s'est investi dans une salle de cinéma où il y a une partie qui a pratiquement, la salle, elle a disparu, mais il a choisi que la partie, on va dire, conviviale de la salle, il l'a transformé en ciné-café, ciné-restaurant. Et quand vous rentrez dans son café et quand vous rentrez dans son restaurant, vous allez être ébloui. Il est en train de réunir les affiches de films, les photos de films. Il a fait un rendez-vous cinéma chaque jeudi. Donc, moi, je pense qu'il y a une jeunesse, malgré qu'elle est branchée, on va dire, streaming, digital, mais il y a une autre jeunesse qui est très nostalgique au 7e art, qui est très nostalgique au fait d'être dans une salle obscure, en face de toi un grand écran blanc avec tout ce qui est lumière, tout ce qui est son. Moi, je pense que le cinéma ne disparaîtra jamais. Peut-être il va un petit peu diminuer. Il va y avoir des musées de cinéma, il va y avoir, comme a dit, des lieux d'événements, il va y avoir des restaurants de cinéma. Et tant qu'il y a un festival de cinéma, certainement, il va y avoir des salles de cinéma. Et tant qu'il y a des gens qui aiment le cinéma, et malgré, ils ont tous les moyens technologiques qui leur permettent de voir les dernières œuvres cinématographiques derrière un écran, mais dès qu'il y a un programme de cinéma, ils prennent leur ticket et rentrent dans une salle de cinéma. Moi, je pense que impossible qu'on pourra avoir un monde sans salle de cinéma. Ça, c'est ma conviction. That's great. I think that's a very lovely and optimistic point to end on. And also it's just been great to hear, and sadly Driffer we lost, but to hear three people talk with such passion. Before we finally go, I just want one thing from each of you. Just so the audience knows, are you able to name the one moment, one experience you've had in a cinema watching a film? What was the film that you saw that if you had to relive that film over and over again, is there one specific moment that you had? I'll start just to give you a moment to think about. There's a Japanese director I absolutely adore called Koreeda Hirokazu, and he made a film in the late 90s called Afterlife, about a place that people go to when they die, and they have to spend 2 weeks there thinking about one memory they can take away with them. And somehow this director took me to a completely different world that was entirely magical.
and it was just beautiful. And I saw it again recently and felt exactly the same. Nabila, what about you? Is there a single moment, a single film that you saw in the cinema? I think you have your microphone is off. You need to turn your microphone off. Sorry. Moi, il y a eu plusieurs films qui m'ont marqué, mais il y a toujours un film que, à chaque fois quand je me rappelle du titre, c'est Sur le chemin de Halima. C'était un film émouvant et ça parlait des disparus et ça parlait des gens qui disparaissaient pendant les guerres. Moi, malheureusement, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas une critique de cinéma. J'arrive difficilement à me souvenir des réalisateurs et comédiens principaux. Mais ce film-là, Sur le chemin de Halima, j'oublierai jamais ce film-là parce que Arsène Anton, c'est ça. Mais c'était vraiment un film que j'oublierai jamais de ma vie. C'était en 2012. Bon, il y a d'autres films, mais ce film, il m'a vraiment marqué, vraiment marqué. Et dire autre chose, hein, par rapport au cinéma, le film The Artist, quand il nous a fait revenir au premier âge du cinéma et comment les gens se sont bousculés pour aller voir le film The Artist, malgré c'était du noir et blanc et tout. Donc, c'était juste pour dire la nostalgie et l'amour du cinéma et le rêve pour les cinémas, c'est lui qui nous guide vers toujours aller vers le cinéma. Thank you. Thank you. See, Baptiste and Andrea, this has allowed you lots of time now to think about your choices. Baptiste, is there a specific film? Alors, voilà. Je ne vais pas parler d'un film parce que la question au départ, elle portait plutôt sur une scène finalement, parce que les films, il y en a tellement que j'arriverai pas à choisir et qu'il me faudrait toute la nuit pour en choisir un. Donc, je vais rester sur une scène et je vais prendre justement le film The Square. Je ne sais pas si vous l'avez vu, donc la Palme d'Or à Cannes il y a quelques années. Et je ne sais pas si vous voyez cette scène justement, le film qui est toute une critique de l'art contemporain. Et c'est cette scène du dîner où il y a un artiste qui fait une performance et qui joue le rôle d'un singe. Et en fait, je pense que cette scène-là, le malaise qu'a voulu provoquer Ruben Östlund, en fait, je pense il faut être dans une salle de cinéma pour pleinement ressentir ce que le réalisateur a voulu faire et créer ce malaise qui est en soi. Parce que quand on voit cette scène au cinéma, moi, je ne savais plus si j'étais dans la salle de cinéma ou si j'étais avec les invités autour de la table en train de voir cette performance violente presque. Et c'est pour ça qu'on aime le cinéma et qu'on a besoin des écrans. Et cette scène, pour moi, m'a vraiment marqué. Je pense qu'il fallait voir ce film au cinéma rien que pour cette scène. Absolutely, I completely agree. And Andrea, finally with you. Sì, io cito la proiezione di quello che è il mio film preferito quando me lo chiedono, ed è Modern Times di Charlie Chaplin, Tempi moderni, che ho avuto la fortuna di vedere insieme a mia mamma a Bologna presso il Festival della Cineteca, musicato dal vivo con una grande orchestra. Quindi la possibilità di vivere un'esperienza che sembra provenire un po' dal passato, anche qui, e la sequenza in cui lui si mette a cantare quella canzone senza senso è un momento che ancora oggi mi commuove per come riesce a creare un grande gesto anarchico contro il cinema sonoro, contro il cinema parlato. Charlie Chaplin che dopo 9 anni dalla fine del cinema muto, dall'inizio del cinema parlato, finalmente parla, ma non dice niente, facendo un gesto artistico, politico, sociale di enorme forza e capace tra l'altro di arrivare a tutti, critici, registi, addetti ai lavori, appassionati. C'è un gesto che in qualche modo ci fa capire quanto il cinema possa arrivare a tutti quanti in maniera universale e sia appunto la grande arte condivisa del XX e speriamo anche del XXI secolo.
Brilliant, thank you. And what a wonderful way to end. Thank you to Andrea, Baptiste, and Nabila for joining us this evening. And thank you all for joining us too. Bye-bye.